Et bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Weekly Manga News, votre hebdomadaire manga, anime et même geek en général. Nous sommes le 22 mars 2026 et vous pouvez écouter ce programme sur YouTube si vous voulez bénéficier de la vidéo, sur la chaîne Mangako ou encore sur Spotify en recherchant Weekly Manga News. Au programme, une dominante sur la partie anime et surtout, pas mal de sujets autour de One Piece, dont la partie débat de la semaine où vous retrouverez mon avis sur la saison 2 du live action de One Piece. Justement, commençons sans plus attendre avec la catégorie manga, c'est parti! My the Psychic Girl, scénarisé par Kazuya Kudo et dessiné par Ryoichi Kegami, très connu pour Crying Freeman ou Sanctuary, le premier tome est annoncé chez Vega dès le 3 avril. C'est un manga paru entre 85 et 86 dans le Weekly Shonen Sunday des éditions Shogakukan. On y suit les aventures d'une adolescente au pouvoir psychique et pourchassée par une organisation secrète souhaitant dominer le monde grâce au contrôle d'enfants aux super pouvoirs. Et non, ce n'est pas Stranger Things. Le troisième tome de Kojiro du clan Fuma par le légendaire Masami Kurumada, papa de Senseiya, sera disponible dès le 3 avril prochain chez Naban Édition. C'est un manga pré-Senseiya qui bénéficie d'une édition de luxe avec une conclusion plus soignée que l'original et je ne vous ferai pas l'affront de vous parler synopsis, le nom de Kurumada Sensei devrait suffire à vous convaincre. Annonce à l'aube d'un ciel radieux de Hono Natsuna chez Naban Édition. C'est une série en 3 tomes qui raconte les aventures de Yutaka Ozora, lycéen mangaka de 17 ans qui peine à gérer l'énorme pression que requiert cet art du manga. Il fera une rencontre qui changera sa vie et l'aidera à retrouver goût au quotidien et confiance en ses capacités. Une œuvre décrite comme pleine de douceur et prépubliée dans le Season Jam de l'éditeur Shodensha au Japon. Chopper mascotte, ou plutôt partenaire officiel de Médecins sans frontières. Il rejoint l'ONG afin d'aider à faire connaître l'impact des crises humanitaires sur les populations à travers le monde et de soutenir l'action de l'organisation. La promesse de Chopper de soigner tout le monde sans faire de distinction trouve un écho réel auprès de Médecins sans frontières. Elle reflète l'éthique médicale et les valeurs de l'organisation, à savoir l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. On a un site spécial pour l'occasion, chopper.msf.fr. Quand l'œuvre dépasse la fiction, n'est-ce pas ? 20 millions de copies en circulation en 27 volumes pour Dr. Stone, manga scénarisé par Riichiro Inagaki, qui a notamment réalisé le scénario du légendaire High Shield 21, et dessiné par le très talentueux Boichi, auteur du hit Sunken Rock. Dr. Stone raconte l'histoire de lycéens qui se réveillent dans un futur post-apocalyptique où toute civilisation n'existe plus vraiment. Senku, génie et fan des sciences, tout en recréant les grandes inventions de l'histoire humaine grâce à son talent, tentera de lever le voile de cet épais mystère derrière le phénomène les ayant conduits à ce futur lointain. Et concernant l'anime, l'arc final de Dr. Stone intitulé Science Future arrive dès le 2 avril sur Crunchyroll. La fin d'une longue et belle aventure, le 18e et dernier tome de Holy Land, manga de Koji Mori, est sorti ce 20 mars chez Vega. Prépublié dans le Young Animal de Hakusensha, Holy Land raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui va se trouver un don pour la castagne. S'ensuit alors des réglages de compte entre bandes pour mieux servir certains propos beaucoup plus profonds et sombres de la marginalité au Japon. Mais attardons-nous désormais à la catégorie anime. La chaîne Game One devrait revenir à la vie dès septembre prochain grâce à un investisseur français ancien de Canal+, et peut-être avec un changement de nom. Et en attendant, vous pourrez retrouver vos présentateurs favoris comme Marcus ou Julien Telouk et d'autres sur Twitch avec la team Le Respawn, un anime pour Sekiro du jeu vidéo de From Software. Il sera intitulé Sekiro No Defeat par le très récent studio Kuzilla qui doit encore faire ses preuves. C'est prévu pour 2026 et ce sera diffusé sur Crunchyroll. Le directeur Kenichi Kutsuna s'est exprimé à ce sujet et pense nous laisser une impression inoubliable grâce à l'anime, que nous soyons initiés au jeu ou complètement néophytes de l'univers. Et vous pouvez déjà avoir un premier aperçu avec ce premier trailer qui donne très envie. Un visuel clé pour Hirayasumi, un slice of life de qualité qui sera finalement adapté en anime dès janvier 2027 par le studio Production Plus H. Manga de Shinzo Keigo, que vous connaissez peut-être pour son œuvre Mauvaises Herbes, l'histoire de Hirayasumi parle d'un homme proche de la trentaine, sans grand projet personnel à l'horizon et qui hérite de la maison d'une vieille dame. Et sa cousine, jeune étudiante, emménagera à ses côtés et sa vision de la vie saura faire réfléchir notre protagoniste sur la direction à prendre. ADN annonce une spéciale
collaboration avec Bilibili, une sorte de plateforme de streaming entre guillemets chinoise et donc l'acquisition de Donghua, ce sont des animes chinois pour le catalogue ADN. Et d'autres Donghua les rejoindront dans les mois à venir. On constate une jolie récente stratégie d'expansion d'ADN actuellement, au même instant où ils nous proposent un abonnement basique plus qu'abordable à 3,99€ et je pense aussi à leur nouvelle annonce de disponibilité en Pologne dès le 30 mars prochain. On aura donc ADN disponible en France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Autriche et Pologne. Décès de Tsutomu Shibayama à 84 ans le 6 mars dernier. Il était directeur sur l'anime de Ranma 1/2, mais aussi et surtout sur la franchise Doraemon, où il aura œuvré pendant plus de 20 ans avec passion. One Piece 8 Studio, enfin des nouvelles du remake par le président George Wada, qui annonce un anime dense et percutant, dit-il, sans longueur inutile, alliant plaisir visuel, narration puissante et rythme impeccable. Il espère produire One Piece avec la même intensité que l'Attaque des Titans ou Vinland Saga, deux chefs-d'œuvre de la Japanimation, dont s'est occupé Win Studio sur au moins une saison, ce qui fait que One Piece devrait obtenir une dimension peut-être plus sérieuse, disons, plus bankable auprès d'un public moins habitué au ton burlesque de l'œuvre originale. Magical Buff, l'éveil de l'enchanteur polyvalent, par J.C. Staff, prévu en janvier 2027. C'est scénarisé par Tokura Haka et dessiné par Arakawa Shin dans le Go-Go Monster, une plateforme web de chez Futabasha, en France, chez Meian. On nous raconte l'histoire d'un mage de soutien dans un monde de fantasy donc, qui se révélera plus puissant que prévu, avec la révélation de son potentiel justement. Affaire à suivre. Un superbe visuel pour le film Witch on the Holy Night prévu pour 2026 au Japon. Le film est une création du studio Type Moon et refilera le bébé au studio Ufotable pour toute la partie création d'animation. Un partenariat qu'ils ont déjà pu expérimenter grâce à Fate Zero notamment. De plus, Ufotable c'est aussi le studio derrière l'ogre qu'est Kimetsu no Yaiba au Japon et même en Occident. Une future réalisation qui s'annonce très certainement de qualité, rien qu'à voir l'affiche. La partie 7 de JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run est sortie sur Netflix. Enfin, l'épisode 1. Et la suite, hebdomadaire ou pas? Les fans de la licence deviennent fous et n'espèrent pas revoir le rythme catastrophique de la partie 6, ce qui semble malheureusement bien mal parti pour l'instant. Toute la semaine fut parsemée de faux espoirs se contredisant dans la foulée. Le mystère s'épaissit et la communication de Netflix n'est pas optimale. Et pour conclure cette partie anime, un teaser pour le film Medalist, qui fait directement suite à la saison 2, venant à peine de se terminer au Japon avec la diffusion de l'épisode 9. Le manga seinen de Tsurumai Kada, prépublié chez Afternoon de Kodansha au Japon et chez Nobinobi chez nous, possède une solide fanbase et une promo agressive. L'histoire lie action, comédie, drame et suit les aventures de deux athlètes de patinage artistique, l'un dont les rêves sont brisés déjà, et l'autre, à l'inverse, la tête encore pleine de rêves. Mais passons sans plus attendre au débat de la semaine. Le live action de One Piece, en tout cas la saison 2, car c'est celle qui nous intéresse, est-elle une réussite ? Alors, bien évidemment, il s'agit de mon point de vue, et ça n'est pas une vérité absolue, et d'ailleurs mon point de vue n'est pas binaire, et ni fixé dans le temps. Déjà, avant de se prononcer, quel est l'intérêt de cette adaptation ? Eiichiro Oda, dans une interview avec l'acteur de Luffy, disait être heureux du fait que l'on puisse donner vie à son œuvre. C'est très probablement le but premier, aller grappiller là où la magie de l'œuvre originale, que ce soit en manga ou anime, ne vous a pas encore atteint. On ressent ces dernières années une multiplication des supports pour la dernière ligne droite de One Piece, que ce soit le remake de 8 Studios, les décisions prises pour l'anime de Toei ou ce live action. Personnellement, j'ai un peu de mal avec cette adaptation, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, puisque je connais 2-3 cas concrets de néophytes complets de l'œuvre de Oda sur qui le live action a fonctionné. On peut aussi avancer l'argument des chiffres de Netflix, qui sont apparemment incroyables, avec un record de streaming, des notes particulièrement hautes, etc., etc., mais les chiffres, ça peut tout et rien vouloir dire. Et comme toujours, a fortiori quand on évoque un ogre comme One Piece, ça divise, et ça divise avec très peu de nuances. Donc soit c'est la meilleure adaptation au monde, soit c'est le truc le plus nul du niveau, accrochez-vous, de Dragon Ball Evolution. Bon, c'est quand même fort et j'irai pas jusque là. Personnellement, je trouve qu'il y a un paradoxe entre cette volonté d'élargir le public, mais aussi de parler aux fidèles. C'est compliqué.
On voit que sur certains aspects, des petites phrases retiennent l'attention du lecteur averti de One Piece. Par exemple, si je vous parle de Bogart, qui est nommé au début de la série, personne, mis à part ceux qui suivent les débats enflammés autour de Garp, ne savent qui est cet homme. Et quand Crocus dit « tu me rappelles quelqu'un », Luffy, on ne se doute de rien avant la fin de l'épisode. L'évocation de Nika parlera encore moins aux arrivants. Des noms ou interactions sont balancés parfois à la volée, des clins d'œil qui ne peuvent que parler aux plus initiés. Et pourtant, on tente aussi d'attirer les néophytes. Personnellement, j'ai peur qu'un nouvel arrivant dans le monde de One Piece soit perdu, ou qu'alors il minimise un peu tout cela, en pensant qu'il y a plein d'informations, et puis c'est tout. Le public cible qui tente de rassembler deux types de profils, complètement opposés, est un pari risqué, puisque l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et pour cela, je pense que ce live action est réalisé pour que les puristes, en réalité, forcent leur famille ou leurs amis à regarder ce brin de folie dans ce monde imaginaire avec lequel ils embêtent toute leur famille au quotidien, histoire de les entendre dire « Ah, tu vois quand il dit ça, c'est super important, mais tu le sais pas encore, mais concentre-toi. » C'est le genre de série familiale en fait, un peu popcorn qui se regarde sous les conseils avisés d'un fan neketsu avec des flammes dans les yeux. Je pense que c'est ça, The Live Action. On a donc une série qui a vocation de satisfaire un panel d'audience extrêmement large, le tout avec les contraintes du système Netflix. Et ça, c'est un problème. C'est le genre de diffuseur qui commande des séries faites sur mesure pour que les gens en train de scroll sur leur téléphone puissent quand même suivre. Et on le ressent clairement quand les personnages disent explicitement, peut-être trop, ce qu'ils sont en train de faire. Et ça casse le but premier d'une séquence d'animation. J'ai du mal à me remettre, moi, du « il a bu mon Funchy Canon » de Mr. 3, qui explique le plan qu'il a mis à exécution face au géant. Et Luffy qui, tout de suite après, hurle « Ah !» C'était toi en fait, effaçant une scène de tension entre notre Mugiwara et un géant. C'est un choix d'adaptation qui ne me plaisait guère, et que l'on s'entende bien, c'est pas les modifications du scénario le problème, c'est la justification simpliste de ce qu'on voit à l'écran. Parce que là on parle d'une adaptation, et adapter c'est un peu trahir, et c'est très bien, l'intérêt ne serait pas ici d'observer une copie du manga ou de l'anime original, ils peuvent même rajouter une escale sur une île obscure s'ils veulent, tant que les valeurs de l'œuvre sont présentes, c'est-à-dire l'aventure, l'amitié, les valeurs des personnages, etc. etc. Et dans la famille saine aux valeurs respectées, on a le sacrifice de Igaram qui était vraiment sympathique, ou encore le focus sur Usopp et la valeur des guerriers. Par contre, voir un Sanji absolument ne pas réagir face à Nami en soutif, c'était très perturbant. Alors je sais qu'on a affaire au puritanisme américain avec le diffuseur, etc., mais quand même, et a fortiori quand Sanji à un moment de l'épisode 5, il sort une réplique du style « Niveau taille, j'ai ce qu'il faut », avec un sous-entendu un peu tendancieux. Ça c'était vachement bizarre, vous voyez. Alors je me doute qu'adapter un manga burlesque comme One Piece, c'est pas une mince affaire et l'aspect visuel est déterminant. Le côté cringe était inévitable, reste à voir ce que l'on en fait et comment on le justifie. Le live action disposait tout de même, selon certaines estimations, d'un budget légèrement supérieur à la saison 1, donc aux environs de 160 ou 190 millions de dollars au total, ce qui fait un beau total. On sait que le Grinch de 2000, par exemple, était vers 125 millions. Je parle du Grinch parce que le costume était, et le maquillage, très bien réalisé et on peut comparer plus ou moins. Sauf que là, on parle d'un film de 1h30. Pour le Grinch, là où One Piece possède 8 épisodes de 50-55 minutes en gros. Chopper, à lui seul, a sollicité une grosse partie du budget par exemple, avec des effets spéciaux de CGI importants sur certaines séquences, et c'était une réussite absolue, ma satisfaction personnelle. Heureusement que Eiichiro Oda a insisté pour en faire un être réaliste, nous évitant une peluche un peu bidon. Et toujours dans l'aspect visuel, dans ce live action, il y a des choses qu'ils font exprès pour dire « Ouais, regardez, là on fait bien du manga, de la BD, des choses un peu bizarres », comme la manière où l'écran se split en deux pour nous présenter deux personnages proches qui se donnent la réplique. Alors moi ça me dérange un peu, peut-être parce que c'est un cadrage qu'on n'a pas l'habitude d'avoir pour des films réalistes on va dire. Et si on parle de cadrage, j'aimerais relever un détail de la review de l'Ermite moderne concernant la saison 1 avec le fameux Dutch Angle. C'est un angle de caméra un peu penché qui de nos jours est souvent utilisé pour des séries B ou alors pour décrire des moments un peu kitsch ou alors où des protagonistes sont désorientés, drogués, etc. Et ici on en abuse trop, ça me sort du truc, mais le pire, ce sont les gros plans. Dans la caverne des géants avec Usopp par exemple, c'était infernal. Et certains choix de caméra aléatoires, comme la rupture de la fameuse règle des 180 degrés brisée à un moment, ce qui a assez fait jaser sur les réseaux sociaux. Enfin bref, de manière générale, on ressentait quand même la passion pour l'œuvre de Oda, à défaut de la ressentir dans l'impact des coups. Parce que oui, un autre truc tout simple aurait été d'ajouter des tremblements de caméra ou d'apporter quelques effets sonores, je sais pas, quand Luffy met des coups de poing. Parce que ces coups de poing faisaient vraiment pétard mouillé. La mise en bouche
bouche. Avec le premier épisode et Luffy face à Alvida, personnellement j'ai eu beaucoup de mal. Alors même oui, si c'était le principe de ses poings glissent sur elle, etc. Mais dès que ses poings vraiment frappent quelque chose, un décor, un autre personnage, c'est vraiment... c'était un peu nul. Et c'est marrant parce qu'à l'inverse, il y avait des petits hommages absolument géniaux. Je pense notamment à Believe in Wonderland, quand Sanji met Mister Zero via Dendenmushi en attente. D'ailleurs, c'est une fonction absolument géniale du Dendenmushi au passage. En bref, on alterne entre le bien pensé et le mauvais goût. Par exemple, l'environnement est plus étendu, plus spacieux que dans la saison 1, mettant en valeur l'immensité du lore, et c'était nécessaire quand on introduit du gigantisme, on va dire, dans l'œuvre. Et pourtant, les producteurs sauront ne pas mettre en valeur certains moments symboliques de l'œuvre. Le premier, lorsque Luffy défendra le Jolly Roger de Hiluluk. Je suis désolé, mais en intérieur, ça manque cruellement d'ambition. Ne pas voir le drapeau flotter au gré du vent est un regret. Et le second, peut-être pire encore, le recrutement de Chopper. Quand Luffy crie tais-toi, ferme-la, t'es mon Nakama, viens, on aurait quand même pu abuser là sur un grand angle de la caméra, chercher de la profondeur, de la hauteur, je sais pas, quelque chose. Et surtout, on aurait pu prolonger l'hésitation de Chopper à rejoindre les Mugiwara afin d'accentuer une prise de décision difficile en raison de son traumatisme, chose que fait l'anime original à merveille. Les minutes gaspillées par exemple des oppositions précédentes, on en reparlera juste après, auraient pu convenir à ces précieux moments. Et je n'évoquerai pas non plus la panoplie de zombies de Wapol, ces soldats bizarres tout droit sortis du restaurant de Jabba dans Star Wars. Comment gaspiller du temps et de l'argent en n'envoyant pas de simples soldats plutôt, mais dans un surnombre excessif par exemple, ça aurait quand même apporté de l'attention, ça aurait été un budget financier et temporel particulièrement important ailleurs. Et donc ce dernier arc est peut-être le plus représentatif de la série. On va du poignant, du très bon au raté. Je repense à une scène d'une femme qui lèche bizarrement les flocons de cerisier à un moment. Ça m'a complètement sorti du délire. Et le combat de Sanji et Chopper face aux acolytes de Wapol. C'est trop long et surtout ça manque d'espace. On effectuera d'ailleurs le même reproche à la friction, car j'ose même pas qualifier ça de combat ou de duel, entre Luffy et Wapol. Était-ce difficile de simuler des oppositions, des combats, au milieu de la neige artificielle ? Alors moi je sais pas, mais toujours est-il que Luffy n'aura pas particulièrement brillé par sa force dans cette saison, ni réellement par sa fiabilité, bien que les Mugiwara ne cesseront de déclarer « T'inquiète pas, fais confiance en Luffy, tu verras ». Ouais. De plus, et c'est très personnel, j'apprécie pas l'acting de Iñaki, je crois que c'est son nom, sur Luffy. Il surjoue notre protagoniste favori, là où d'habitude, dans le manga original, Luffy a très souvent des moments d'impassibilité, disons, où via ce silence, il confronte les sentiments de la personne à laquelle il fait face, pour la convaincre sans même prononcer un seul mot. Et donc pour terminer, c'était une saison regardable, mais on fait quoi pour la suite ? Là, le rythme des arcs très courts qui s'enchaînent favorise justement l'enchaînement des épisodes. Mais bon, là on va attaquer à la basta, et ce sera pour moi un premier test véritable pour tout ce qui est gestion de rythme, des combats, etc. etc. Donc je regarderai parce que c'est One Piece, mais j'ai un peu peur. Et maintenant concluons ce Weekly Manga News avec la partie recommandation. On ira très très vite car on a pris un peu de temps sur le débat de la semaine avec One Piece. Alors là, cette semaine, pour aller vite, on va parler d'une OST. Et pour ne pas être original, à l'instar de ma dernière recommandation, du dernier numéro, qui était le jeu vidéo Chrono Trigger, cette fois, je vous conseille l'OST de Saint Seiya. Vous connaissez Saint Seiya ? Oui, bon, d'accord. Eh bien, pourquoi je vous parle de cette OST absolument divine ? Eh bien, parce que début avril, il y a un concert symphonique sur Paris, organisé par l'orchestre de Overlook Event. Les mêmes qui ont déjà organisé cela pour Dragon Ball, et c'est juste magique. Il y aura même la présence du chanteur Hirofumi Kakigawa de Saint Seiya, Hades, et la soprano Kazuko Kawashima, la dame qui chante les mélopées absolument enivrantes accompagnant les musiques de Seiji Yokoyama. Et si vous avez l'occasion, ne ratez pas l'événement de découvrir ou redécouvrir cette bande-son iconique et absolument magistrale. C'était le Weekly Manga News, vous pouvez toujours m'écouter sur Spotify ou si vous voulez bénéficier de la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, X où je suis actif, Mangako. Si vous avez apprécié l'initiative, n'hésitez pas également à liker, partager, commenter, partager ce numéro à vos amis geeks, ce petit journal qui vous rafraîchit la mémoire des news de la semaine. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour le nouveau numéro. Merci à tous, ciao ciao.